des rangées de lignes droites, des colonnes infinies d'arbres s'étendant vers l'horizon, voici le visage de l'agriculture moderne. C'est ce qu'on nous a conditionnés à croire être l'efficacité. C'est ce qui approvisionne nos épiceries et nourrit la population mondiale. Mais et si tout ce que nous comprenions de l'agriculture était en fait à l'envers? Et si le système agricole le plus productif de la Terre ne suivait pas du tout des lignes droites, mais des cercles? Dans les années 1990, un agriculteur brésilien nommé Ernst Goetsch a fait une observation qui allait remettre en question un siècle de dogmes agricoles. Il a regardé la forêt, vraiment regardé. Pas les rangées nettes de monocultures entourant ces terres, mais la lisière sauvage, enchevêtrée, et d'une diversité impossible où la forêt rencontre l'espace ouvert. Il a posé une question simple. Et si nous plantassions comme la nature? Ce qu'il a découvert allait choquer le milieu agricole. Ses rendements n'ont pas seulement augmenté de 10%, 50% ou même 100%. Ils ont bondi de 400% par mètre carré. Quand ses voisins ont vu ce qui se passait sur ces terres, ils ne croyaient pas à la science. Ils croyaient à la magie. Mais ce n'était pas de la magie. C'était de la géométrie. C'était de l'écologie. C'était la façon dont les forêts ont toujours fonctionné et la façon dont nous l'avions oublié. Pour presque tout le monde aujourd'hui, la vraie agriculture ressemble à ceci. De longues rangées droites. Des rangées de maïs, de soja, de pommiers, d'orangers et d'amandiers, tous parfaitement espacés et alignés, traversant le paysage en ligne mécanique. On nous a dit que c'est à cela que ressemble l'efficacité. Les lignes droites sont faciles à labourer, faciles à pulvériser et faciles à récolter avec des machines géantes venues du ciel. Elles ont l'air nettes, rationnelles et modernes. Mais il y a une question que nous posons rarement. Efficace, pourquoi? Efficace pour le tracteur ou efficace pour la vie? Si vous vous éloignez des champs et entrez dans une terre sauvage, une prairie, une zone humide, une forêt, vous remarquez immédiatement quelque chose. La nature ne plante presque jamais en ligne droite. La vie ondule, elle se regroupe, elle forme des taches, des spirales et des vagues. Elle comble chaque vide par quelque chose. En chemin, nous avons choisi de privilégier les besoins des machines au détriment des modèles des écosystèmes. Nous avons simplifié et simplifié jusqu'à ce qu'un champ qui aurait pu contenir 40 espèces utiles différentes n'en contienne plus qu'une seule. Et nous avons appelé cela le progrès. Imaginez-vous debout à la lisière d'une forêt. Derrière vous se trouve un champ ouvert, des herbes, quelques arbustes dispersés, le plein soleil et le vent sur votre visage. Devant vous se trouvent des arbres imposants, de l'ombre, de l'air frais et l'odeur des feuilles et du sol. Juste là où ces deux mondes se rencontrent, le champ et la forêt, cette étroite bande de transition est le lieu où quelque chose d'extraordinaire se produit. La vie explose à la lisière. Les écologistes appellent cela l'effet de lisière. C'est l'un des modèles les plus puissants et les plus constants de la nature. À la lisière, là où la canopée dense rencontre la lumière libre, la biodiversité atteint son apogée. On y trouve plus d'espèces, plus d'interactions et plus de productivité par mètre carré qu'au plus profond de la forêt ou en plein champ. Pourquoi? Parce que la lisière mélange les conditions. Il y a assez de lumière pour les plantes aimant le soleil et assez d'abri pour celles qui tolèrent l'ombre. On y trouve de grands arbres, de plus petits arbres, des arbustes, des herbes, des vignes et des couvre-sols. Les racines atteignent différentes profondeurs. Les insectes et les oiseaux y circulent, utilisant la lisière comme une autoroute. Les champignons relitent les arbres sous le sol, tandis que les bactéries transforment discrètement les minéraux en nutriments. Ce n'est ni net ni symétrique, mais c'est incroyablement productif. L'agriculture moderne, cependant, a regardé les lisières et y a vu un inconvénient. Les haies ont été arrachées pour agrandir les champs.
Les alignements d'arbres ont été rasés pour permettre aux machines de tourner plus facilement. Les cours d'eau ont été redressés. Les lisières ont été éliminées. Nous avons remplacé les lisières par des rangées. Ernst Götsch a regardé ces mêmes lisières et a vu autre chose, un plan directeur. Il a voulu savoir ce qui se passerait si l'on ne se contentait pas de copier vaguement la nature, mais si l'on copiait réellement sa géométrie. En zoomant sur le design de la nature, on voit certains motifs se répéter inlassablement, des cercles, des schémas de ramification et des spirales. Regardez le centre d'un tournesol. Les graines ne sont pas disposées en rangées. Elles sont disposées en deux séries de spirales se croisant l'une l'autre. Comptez-les et vous trouverez souvent des nombres de Fibonacci, 34 spirales dans un sens, 55 dans l'autre. Regardez une coquille de nautile, une spirale logarithmique. Regardez la façon dont les feuilles se disposent le long d'une tige ou la façon dont les pommes de pin forment des spirales suivant une relation mathématique connue sous le nom de nombre d'or, environ 1618. Ce ratio apparaît lorsque vous divisez un nombre de Fibonacci par le précédent. Ce n'est pas mystique, c'est pratique. C'est la façon dont la nature entasse le plus de feuilles dans un espace sans qu'elles ne se fassent trop d'ombre. C'est ainsi que les graines sont espacées pour que chacune ait de la place, sans gaspiller d'espace. Götsch a réalisé que si la nature utilise ces spirales pour maximiser la lumière et la vie, l'agriculture devrait peut-être en faire autant. Alors, au lieu de planter en ligne, il a commencé à planter en cercle et en spirale. Des structures qui se comportent comme une lisière de forêt, peu importe où elles se trouvent. Imaginez ceci avec moi. Vous choisissez un point sur votre terrain. À ce point, vous plantez un arbre fixateur d'azote, un caragagnier de Sibérie en climat tempéré, ou un gliricidia, ou un acacia sous les tropiques. Son rôle n'est pas seulement d'être un arbre, mais de puiser l'azote de l'air pour l'envoyer dans le sol autour de lui. Dans le premier cercle, vous plantez d'autres fixateurs d'azote et des mineurs aux racines profondes, comme la consoude et la chicorée. Leurs racines plongent profondément, remontant des minéraux que les plantes aux racines superficielles ne peuvent atteindre. Plus loin, dans un deuxième cercle, vous plantez des arbustes fruitiers, groseilliers, petits fruits, cassissiers. Ils profitent du nombre partiel, protégés de la chaleur intense tout en étant baignés de lumière. Au-delà, dans un troisième cercle, vous ajoutez des plantes vivaces, herbacées, achillées, consoudes, origan et d'autres herbes et fleurs à longue durée de vie qui couvrent le sol et attirent les pollinisateurs. Et enfin, sur le bord extérieur, vous plantez des annuelles, tomates, laitues, haricots, les cultures rapides, les gains immédiats, cherchant la pleine lumière du soleil à la lisière. Vous venez de construire un cercle, un système vivant et stratifié. Si vous placiez chaque plante en utilisant un espacement inspiré de la spirale de Fibonacci, quelque chose de magnifique se produit. À mesure que le soleil traverse le ciel, les plantes hautes ne font pas d'ombre permanente à leurs voisines plus courtes. Chaque feuille a son moment de lumière. L'air circule doucement, réduisant la pression des maladies. Le sol est isolé de la chaleur extrême et de la pluie battante. Les feuilles tombent là où elles sont le plus utiles. Les racines retiennent le sol. Le paillis s'accumule naturellement autour du centre. Les champignons et les bactéries tissent des liens à travers le sol, créant des réseaux d'échange. En quelques années, le sol sous ce cercle ne ressemble plus au sol de départ. Ce qui était autrefois une terre poussiéreuse et fatiguée devient une terre noire, grumeleuse et à l'odeur sucrée. C'est le secret de la lisière de forêt. Ne pas se contenter de planter des arbres, mais planter comme une forêt. Il y a un autre problème avec notre façon habituelle de penser l'agriculture, en particulier les cultures arborées. C'est l'attente.
Vous plantez un pommier et attendez 5 ans, un manguier 7 ans, un arbre à noix 10 ou parfois 15 ans. Pendant ces premières années, vous dépensez de l'eau, de l'engrais, du temps et de l'argent, et vous n'obtenez presque rien en retour. La plupart des agriculteurs acceptent cela comme normal. Les jeunes vergers sont des centres de coûts, pas des systèmes alimentaires. Ernst Götsch a refusé d'accepter cela. Il a regardé les années vides entre la plantation et la première récolte, et y a vu du soleil gâché, de l'eau gâchée et du temps gâché. En revanche, lorsqu'une forêt se régénère après une perturbation, une tempête, un incendie, un glissement de terrain, elle ne reste pas inactive. Elle se précipite avec la vie. Des plantes pionnières à croissance rapide apparaissent en premier. Herbes, arbustes, arbres à vie courte. Ils poussent vite, ombragent le sol, produisent des tonnes de biomasse et modifient le microclimat. Ce n'est que plus tard que les arbres à longue durée de vie prennent le relais. La nature ne plante pas seulement pour l'avenir. La nature plante pour maintenant et pour après. Götsch a commencé à faire la même chose. La succession syntropique est l'idée de superposer les plantes non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. Au lieu de se dire « je plante ce terrain avec des orangers », Götsch pensait « je plante ce terrain avec une séquence de communautés, précoce, intermédiaire et tardive ». La première année, il remplissait les espaces entre les arbres fruitiers, à croissance lente, avec des pionnières à croissance rapide. Sous les tropiques, cela signifiait des bananiers et des papayers, entre autres. Ils poussent en quelques mois, pas en années. Ils déploient d'énormes feuilles qui projettent une ombre fraîche. Ils produisent rapidement de la nourriture comestible. Ils injectent d'énormes quantités de matière organique dans le système. De l'extérieur, un champ syntropique, la première année, semble presque désordonné. Les plantes sont denses, les hauteurs varient, et il y a très peu de sol nu. Pour un agriculteur conventionnel, cela peut paraître erroné. Mais chaque plante a un rôle. Les pionnières ombragent le sol, l'empêchant de cuire et de s'éroder. Elles captent la lumière du soleil, qui frapperait autrement le sol nu. Leurs racines brisent la semelle de labour. Leurs feuilles sont le futur engrais. Sous leur canopée protectrice, les jeunes arbres fruitiers, les personnages principaux du futur système, se renforcent tranquillement. Dès la deuxième et la troisième année, quelque chose de remarquable se produit. Ces bananiers et papayers ont produit plusieurs récoltes. Ils ont atteint leur taille adulte et maintenant, au lieu d'être des éléments permanents, ils font partie d'un cycle. Götsch les taille, et pas légèrement. Il les rabat sévèrement. Grandes feuilles, tiges épaisses, hautes tiges. Il les coupe et les laisse tomber exactement là où ils se trouvent. C'est le chop and drop, couper et laisser sur place. Pas de transport, pas de brûlage, pas de tannettes déplacées hors du champ. Toute cette biomasse, en quantité énorme, atterrit sur le sol sous forme de paillis. Elle couvre la terre, se décompose et nourrit les vers, les champignons et les bactéries. Elle isole les racines des jeunes arbres. Elle ralentit l'évaporation pour que le sol reste humide bien plus longtemps après la pluie ou l'irrigation. Tous les 3 à 6 mois, il répète ce processus. Plus de croissance, plus de coupe, plus de dépôt. Au-dessus du sol, cela ressemble au chaos. Sous le sol, c'est un miracle. La terre commence à changer. La matière organique grimpe, la structure s'améliore, l'infiltration de l'eau augmente et la vie revient. Lorsque Götsch a commencé à travailler sur des terres dégradées dans la région de la forêt atlantique au Brésil, le taux de matière organique du sol était d'environ 0,5%. C'est le genre de chiffre que l'on voit dans les terres agricoles épuisées. Un sol qui ne peut pas retenir l'humidité, qui s'érode facilement et qui dépend des engrais chimiques pour produire quoi que ce soit de significatif.
En environ 2 décennies de gestion syntropique, plantation dense, coupe et dépôt, cercle et succession, ce chiffre est monté à environ 14%, de 1,5% à 14%. Ce n'est pas une petite amélioration, c'est une résurrection. À 14% de matière organique, le sol se comporte très différemment. Il devient comme une éponge, capable d'absorber les fortes pluies au lieu de les laisser ruisseler. Il peut retenir l'eau pendant les périodes sèches, ce qui signifie que les cultures ont besoin de beaucoup moins d'irrigation. Sur les terres de Götsch, la consommation d'eau a chuté d'environ 60% par rapport au système conventionnel voisin. Les arbres cultivés dans ce type de sol résistent mieux à la sécheresse. Ils résistent aux maladies. Les épidémies de ravageurs sont plus rares et plus courtes, car un écosystème diversifié et sain équilibre naturellement les populations. Et les rendements? Ils ne se contentent pas d'augmenter une fois pour stagner. Ils restent élevés au fil du temps car le système s'améliore lui-même, au lieu de se dégrader. Tout cela sans engrais synthétiques, sans pesticides et sans semences génétiquement modifiées. Juste des plantes disposées dans l'espace et le temps, comme les forêts savent déjà le faire. L'agriculture syntropique ne demande pas à la terre de se comporter comme une usine. Elle lui demande d'être ce qu'elle est déjà, une forêt en mouvement. À ce stade, il est facile de penser que c'est génial, mais que c'est pour les agriculteurs, pour les gens qui ont des terres. Vous pourriez penser « j'ai juste un jardin, peut-être tout petit ». Voici la beauté de ces idées. Elles s'adaptent à petite échelle. Vous pouvez condenser la logique d'une lisière de forêt et d'une succession syntropique dans un espace aussi petit qu'un cercle de 1,80 mètres. Considérez cela comme une mini-forêt de poche ou une guilde de poche, une minuscule communauté de plantes autosuffisantes centrée autour d'un arbre. Au lieu d'un arbre fruitier solitaire dans un océan de pelouse, vous créez une version miniature de ce que Götsch a fait. Mais vous le faites un samedi après-midi. Imaginez un cercle de 1,80 mètres de large, environ la longueur d'un adulte étendu sur le sol. Au centre, vous plantez un arbre fruitier nain. Pour de nombreux jardins en climat tempéré, un pommier nain sur porte-greffe M27 fonctionne magnifiquement. Il reste petit et gérable, mais produit tout de même des pommes de taille normale. Dans d'autres climats, ce pourrait être un pêcher, un poirier ou un prunier nain, ou tout ce qui prospère dans votre région. Maintenant, vous construisez son équipe de soutien. À environ 30 ou 60 cm du tronc, dans le premier cercle, vous plantez de la ciboulette et de la ciboule de Chine. Ce sont bien plus que de simples herbes de cuisine. Leur odeur déroute certains ravageurs et leurs fleurs nourrissent les pollinisateurs. Vous pouvez les couper plusieurs fois par saison et elles repoussent sans cesse. Plus loin, dans le deuxième cercle, vous plantez des fraisiers. Ils forment un tapis vivant et doux. Ils couvrent le sol nu, réduisant les mauvaises herbes. Leurs racines aident à maintenir le sol en place et ils vous nourrissent, souvent dès la toute première année. Sur le bord extérieur du cercle, vous plantez des fleurs comme le souci, l'œillet d'Inde ou la capucine. Elles attirent les abeilles, les papillons, les coccinelles et les guêpes bénéfiques. Beaucoup de ces fleurs ont également des usages médicinaux ou culinaires. Regardez ce que vous avez fait. Dans l'espace où la plupart des gens auraient planté un seul arbre entouré d'écorces décoratives, vous avez créé des fruits de l'arbre, des herbes de la ciboulette, des baies des fraisiers, ainsi qu'un habitat et de la beauté grâce aux fleurs. Avec le temps, vous obtenez un sol plus riche et moins de mauvaises herbes. Vous pouvez installer cela en un seul week-end. Vous marquez votre cercle avec un piquet et une ficelle. Vous enlevez l'herbe à l'intérieur. Vous plantez l'arbre, puis ses compagnons. Vous arrosez abondamment, puis vous paillez tout le cercle avec des feuilles, des tontes de gazon, du compost ou de la paille, sur 5 à 8 cm d'épaisseur,
en laissant un petit espace autour du tronc. Et juste comme ça, vous avez transformé un carré de pelouse en un écosystème. Une fois votre guilde plantée, votre rôle passe de jardinier à partenaire. Toutes les semaines ou deux pendant la saison de croissance, vous allez vers votre cercle. Vous coupez un peu de ciboulette pour le dîner, vous cueillez des fraises mûres et vous profitez des fleurs. Quand les plantes deviennent trop hautes ou trop dégarnies, vous les taillez. Et ensuite, vous faites quelque chose que la plupart des gens ne font jamais avec les déchets de jardin. Vous les déposez directement sur le sol. Le chop and drop, à l'échelle du jardin. Avec le temps, vous remarquerez que la couche de paillis reste assez constante, même si vous n'avez pas apporté de nouveaux sacs de matériaux. Les plantes génèrent leur propre engrais. Le sol en dessous devient plus sombre, plus meuble et plus vivant. Vous remarquerez aussi autre chose. Vous arrosez moins. Le paillis et le couvre-sol maintiennent le sol frais et humide. L'arbre est moins stressé lors des canicules. Vous ne combattez pas l'écosystème, vous lui donnez une impulsion. Financièrement, la comparaison est frappante. Un seul arbre fruitier nain, un anneau de copeaux d'écorce et quelques bâtons d'engrais peuvent coûter environ 150 $ et ne vous donner que des fruits, et pas beaucoup pendant les premières années. Les mêmes 150 $ dépensés pour un arbre, des fraisiers, de la ciboulette, des fleurs et des matériaux de paillage vous donnent un système qui produit plusieurs types de nourriture, soutient mieux l'arbre et devient plus productif chaque année. Et si vous avez de la place pour plus d'un cercle, plusieurs petites guildes réparties dans votre espace produisent souvent plus qu'un seul grand potager homogène. Chaque cercle crée sa propre petite lisière, son propre microclimat et sa propre communauté d'insectes et de vie du sol. La nature aime les lisières. Plus vous créez de lisières, plus vous offrez d'opportunités à la vie de s'épanouir. Les rangées sont pour les machines, les cercles sont pour la vie. Pendant des milliers d'années, nos ancêtres ont planté en courbes, en grappes et en parcelles qui suivaient le terrain. Ils cultivaient de nombreuses espèces ensemble. Ils observaient comment les forêts, les rivières et les prairies se comportaient et ils copiaient ces modèles. Puis vint le tracteur, puis l'ère chimique, puis l'idée que la nature était quelque chose à corriger, à redresser et à simplifier. Nous avons certes produit plus de nourriture pendant un certain temps, mais nous avons aussi érodé nos sols, pollué nos rivières et perdu des forêts, des insectes et des oiseaux. Nous avons rendu nos systèmes alimentaires plus fragiles, même s'ils semblaient plus efficaces vus du ciel. Aujourd'hui, alors que les coûts de ce système deviennent impossibles à ignorer, des gens comme Ernst Götsch nous rappellent une chose essentielle. La nature n'est pas inefficace. La nature est optimisée pour la vie. Les voisins de Götsch qualifiaient ce qu'il faisait de magie. Maintenant, vous savez que ce n'en est pas. Ce sont des modèles, de la géométrie, de la succession et du temps. Et c'est à votre portée. Vous n'avez pas besoin d'une ferme pour essayer ceci. Vous avez besoin d'un arbre et d'un cercle de 2 mètres autour. Ce week-end, si vous le pouvez, visitez une pépinière locale. Choisissez un arbre fruitier nain adapté à votre climat. Prenez de la ciboulette, des fraisiers et quelques plantes à fleurs que les pollinisateurs adorent. Rentrez chez vous, délimitez votre cercle, plantez votre petite guilde, paillez-la bien, puis laissez-la vivre. N'exigez pas qu'elle ressemble à une photo de catalogue bien rangée. Laissez-la être un peu sauvage. Laissez les plantes se toucher. Laissez les feuilles tomber et laissez les insectes venir. Prenez une photo le jour de la plantation, puis une autre dans 1 mois, et une autre dans 3 mois. Regardez avec quelle rapidité la vie accepte votre invitation. Dans 1 an, regardez ces photos. Regardez votre sol, regardez votre récolte, et regardez comment un petit cercle a changé votre façon de voir votre jardin, et peut-être votre façon de voir l'agriculture.
Si vous partagez votre parcours, d'autres verront ce qui est possible. Les transformations les plus belles, les forêts de 2 mètres les plus inspirantes, seront mises en avant pour que plus de gens puissent apprendre, imiter et s'adapter. Il ne s'agit pas seulement de jardinage. Il s'agit de se rappeler comment les écosystèmes fonctionnent réellement. La semaine prochaine, nous plongerons dans l'une des idées les plus intrigantes de la permaculture, la plante qui vous nourrit pendant que vous dormez. La production alimentaire passive et les cultures vivaces qui continuent de donner année après année avec presque aucun travail. D'ici là, plantez votre premier cercle. Laissez les ranger aux machines, laissez les cercles à la vie. Si cette histoire a changé votre regard sur les mauvaises herbes de votre jardin ou les rangées de nos champs, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Nous déterrons l'histoire et les méthodes qu'ils ont essayé d'enterrer. Aidez-nous à planter l'avenir. Le prochain trésor de notre collection sera bientôt révélé.